Générique du début du podcast The Strange Land. Oh yeah. È vero. Bonjour Nico, Bonjour Justine a.k.a. Trognette. comment vas-tu aujourd'hui? Très très bien. Euh, Très très bien. Oui, très bien, carrément quoi. Carrément très très bien. Écoute, on a passé une matinée bien pleine, bien active, un début d'après-midi aussi. Là, on s'apprête d'avoir un après-midi, on enregistre le podcast. C'est cool. J'ai l'impression qu'on a appris, enfin moi j'ai appris énormément de choses sur ce qui était possible de faire et à faire en tant qu'association LGBTQIA+, en front et avec les autres associations qui nous entourent à La Rochelle. Oui. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous présenter l'invité de notre podcast du jour? Mais oui, alors aujourd'hui au podcast de Strangeland, on a une meuf de ouf, c'est une queen, autrice aussi, activiste et présidente de l'association ADEOS, mythique association nationale et internationale. Donc on a ici Rihanna. Bonjour Bonjour. Rihanna, Bonjour. comment vas-tu? Je vais très bien en votre présence. On va forcément bien. Merci beaucoup, ça nous fait plaisir que tu sois là. Ça a été difficile de réussir à se caler un moment parce que tu as un emploi du temps de présidente, puisque tu l'es. Est-ce que tu peux commencer par nous parler un peu de ce que ça représente pour toi d'être présidente d'ADEOS? Bien sûr. En fait, j'ai fait mon coming out en 2021 et très vite, j'ai ressenti le besoin de partager. De partager, de m'informer, puisque, oui, j'ai pris conscience que ma féminité, je voulais la vivre au grand jour. Cependant, j'avais pas les codes, j'avais pas certaines informations pour entamer ma transition. Donc beaucoup d'informations me manquaient. Et je fais des recherches sur Internet et donc quand je tape association LGBT, je tombe rapidement sur ADEOS. Donc très vite, quelques semaines après avoir fait mon coming out, je m'intéresse à cette vie associative. Donc je contacte ADEOS. Là, je suis accueilli par une personne qui m'explique tout ça, qui malheureusement ne fait plus partie à ce jour de l'association, mais elle m'aiguille bien, elle me parle des groupes de parole. Donc effectivement, je vais participer au premier groupe de parole sur Sainte. Ça me plaît, j'y apprends beaucoup de choses, et très vite, je ressens le besoin de moi-même partager. Ce qu'on m'apprend, ce qu'on me donne, j'ai envie de le redonner, de le retranscrire. Et c'est là que donc naît le premier groupe de parole trans sur Rochefort, auquel j'ai eu le plaisir de rencontrer Nicole à de maintes reprises. Oui. Et ton petit chien dont je me rappelle, Albert. le célèbre Albert, qui est venu participer aussi C'est au vrai. groupe de nombreuses fois. Et donc, chemin faisant, au niveau d'ADEOS, je me suis investi de plus en plus pour l'an dernier être vice-présidente et aider le président à la tenue de l'association. Et puis cette année, 2024, pour des questions qu'on avait déjà évoquées ensemble, il m'a poussé un petit peu à la présidence, il m'a redemandé ce qu'il m'avait déjà demandé. J'avais refusé à l'époque parce que j'avais un travail prenant, puis il y a eu un alignement de planètes, et du coup, j'ai accepté finalement de prendre la présidence. Donc je suis présidente d'ADEOS depuis le 23 février 2024. Félicitations. Félicitations. Merci. C'est très émouvant ce que tu racontes vis-à-vis des les questionnements, le taper sur Google, la déos, parce que moi j'ai vécu la même chose que toi et j'ai le souvenir un peu mélancolique du groupe de parole trans à Déos Sainte en 2018. Et ça a été vraiment cool. C'était une cool rencontre. Il y avait Fred qui était venu pour le repas, mais avant c'était Lucie, je crois qu'elle s'appelait. Et puis là, j'avais rencontré d'autres personnes. Donc en fait, j'ai beaucoup d'attachement envers Adeos, beaucoup de reconnaissance, et puis vis-à-vis du travail qui est fait pour Adeos, pour la communauté, mais aussi
personnellement de mon vécu. Et encore plus maintenant, je me dis, parce que justement, vis-à-vis de nos rencontres à Rochefort, et donc penser que maintenant, bah, tu es la présidente d'Adeos, je trouve ça très cool. Même si on lui passe le bonjour, on adore Fred, et c'est professeur Fred, comme on le dit aujourd'hui, c'est le pape, mais en tout cas, c'est vraiment très cool. Voilà. Alors, aujourd'hui, on a passé toute la journée avec toi, Rihanna. Et du coup, je pense qu'on peut se lancer directement, sans transition, puisque la transition finalement est naturelle, vers notre pilier queeritude. Queeritude. Oh yeah. Donc, diversité et inclusivité. On a passé la matinée avec toi avec une chargée de mission pour les luttes contre les discriminations contre la communauté LGBTQIA+, du DILCRA. DILCRA, c'est la direction interministérielle de lutte contre l'antisémitisme, le racisme et les phobies et la haine LGBT. Merci beaucoup, Rihanna. Merci. J'avais pas mon anti-stage devant moi, mais t'es au taquet, évidemment. Et puis après, on a eu avec toi aussi une réunion, car tu participes au Corévi, donc qui est organisé par les CHU de Bordeaux. Alors, c'est ça, hein. À la base, le Corévi, c'est une initiative de l'Agence régionale de santé, donc au niveau Nouvelle-Aquitaine régionale. Oui. Donc la personne qui a créé ça, donc est une personne qui dépend vraiment, qui chapeaute toute la Nouvelle-Aquitaine au niveau de l'Agence régionale de santé. Comme toute personne avec de grandes responsabilités, elle a délégué ensuite. Oui. Et donc la jeune fille qu'on a vue, Jessica, donc est une salariée du Corévi, et donc chapeaute un peu l'organisation. Et le point d'orgue de cette organisation Corévi, qui regroupe du coup des médecins du CHU de Bordeaux, qui regroupe aussi les psychologues. On a vu une psychologue, il y a des personnes de différentes associations, on a vu AIDS, on a vu le Gyrophare, bien sûr nous Adeos. Donc il y a différents acteurs dans ce Corévi. Et le point d'orgue sera le colloque qui sera donc le 28 juin 2024, où donc des professionnels de santé, donc principalement des médecins, seront invités. Et apparemment, on a cru entendre qu'il y avait 60 et quelques inscrits déjà, oui. ce qui est pas mal. C'est pas mal, effectivement. Ce qui est pas mal et rassurant aussi pour notre communauté. Oui. Donc du coup, tu es très impliqué dans plein d'initiatives. Et puis, nous, on est assis en face de toi. On le voit, tu portes les couleurs de la communauté, puisque Rihanna a des boucles d'oreilles et un bracelet au drapeau LGBT. Est-ce que tu peux nous parler encore plus ou dans les détails que peut-être on n'a pas encore évoqué de l'importance de la queeritude, de la diversité et de la visibilité de la communauté dans ta vie? Alors je pense qu'il faut déjà remettre un petit peu les choses en place. Bien sûr, le militantisme est un combat, c'est une cause. Comme disait Mandela, ce qui est impossible devient possible au moment où on le réalise. Donc, il n'y a rien qui est impossible au final pour notre communauté. Je pense qu'elle doit s'ouvrir, déjà premier point, elle doit s'ouvrir sur le monde. C'est pour ça que nous, à La Rochelle, on essaie de créer un groupe d'alliés, donc en la personne de Stéphanie Reinhardt. Donc, La Rochelle est aussi chapeautée par notre petite Mariana Diaz, qui est la responsable un peu du secteur, qui dynamise. Donc demain, par exemple, elle organise notre réunion sous forme de pique-nique. Donc voilà, ça va être sympa, en espérant que le temps sera de la partie. Oui. Parce que pique-nique sous la pluie, c'est limite. C'est limite, quand même, on va pas se mentir. Donc, ce premier point de militantisme, et aussi, j'allais dire malheureusement, mais on n'a pas, je ne sais pas si on peut parler de malheur ou de bonheur, mais il faut penser à ce que la politique se mêle aussi à tout ça. C'est pour ça que j'arrive pas à positionner est-ce que c'est bonheur ou malheur, mais c'est une réalité. En tout état de cause, c'est une réalité. Et donc, c'est politisé
on voit des projets de loi qui sont plus d'une couleur politique, hein, qui vont sur des blocages, par exemple pour les bloqueurs de puberté pour les enfants, qui a un médicament qui est utilisé depuis l'aube des temps. Ça fait 50 ans que le médicament est sur le marché, qu'il est utilisé sans aucun souci. Et donc là, on veut légiférer pour empêcher une certaine catégorie de personnes à ne pas utiliser ce médicament. Donc là, j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre. Et puis, donc, il y a eu des projets de loi qui ont ni queue ni tête. Il faut être vigilant et vigilante sur tout ça. Il faut vraiment faire attention. Et nous, on a une commission juridique au niveau d'ADEOS qui fait une veille technologique là-dessus et qui est vraiment qui surveille tout ça. Et dès qu'il y a un truc qui va pas, on y va, quoi. On y va et on a déjà porté plainte. On a déjà pas mal de procès qu'ADEOS fait avec Mouse et Stop Homophobie. Et du coup, ce que j'aimerais dire aussi, c'est que on doit aussi rester vigilant et vigilante quand des attaques sont faites vers notre communauté. Je pense notamment le livre qui s'appelle Transmania, effectivement, qui est je ne sais même pas comment le qualifier, tellement ce qui est à l'intérieur est un ramassis, c'est un torchon littéraire, c'est tout ce que vous voulez. Ça polarise en plus Ouais. C'est basé sur soi-disant des paroles d'experts, mais il n'y a rien. C'est de l'ordre de l'opinion. Il n'y a rien dans ce bouquin. Et on ose mettre en avant ce bouquin et de les inviter sur des émissions où on les prend comme des experts qui vont jusqu'à dire que c'est pas bien. Vous vous rendez compte, hein, on dépense de l'argent pour que des hommes deviennent des femmes. Enfin, c'est même pas des hommes qui deviennent des femmes, c'est pervers et on paye pour ça. Par contre, au demeurant, même si oui, c'est un scandale d'avoir des opérations de réassignation sexuelle pour des personnes pour leur bien-être, au demeurant, une personne, puisque je vous rappelle que c'est toutes ces choses-là de transidentité, c'est contre nature. Hein, oui, bon, je sors alors, je m'en vais. C'est contre nature. Je rentre. Parce que jamais la nature pourrait accepter ça. Sauf que il y a quand même ce qu'on appelle le cariotype. Donc les garçons qui naissent dans des choux, hein, comme vous le savez, cariotype XY. Les petites filles qui naissent dans des roses, cariotype XX. Bien sûr. Et donc la nature ne se trompe pas. Évidemment. C'est toujours comme ça. Et oui, mais contre nature, la nature quelquefois elle fait du XXY. Ouais. Quelquefois, elle fait du XXXY. Enfin bon, bref, elle se mélange un peu les crayons, la nature. Alors, elle est contre elle, en fait. Elle est un peu bête, la nature, parce qu'elle agit contre elle. Mais du coup, là, par contre, ça devient obligatoire au nom de la binarité. Hein, parce que tout est 0 ou 1. Évidemment. Hein, comme dit Nemo, qui a gagné l'Eurovision, il n'y a rien qui est entre le 0 et le 1. C'est soit 0, soit 1. Donc là, au nom de ça, forcément, il faut choisir. Monsieur, madame, il faut choisir. Oui. Vous avez mis au monde un monstre. Vous devez choisir. Oui. Et bizarrement, là, à ce moment-là, hein, le patriarcat est quand même bien ancré, parce que la majorité des décisions se font vers le petit garçon. Oui. Mais tout d'un coup, on parle plus de nature. Non. En plus, moi, j'aimerais bien quand même avoir en face tous les gens qui parlent de contre nature. Je voudrais leur demander, tu sais aussi, le spritz, l'apéro, c'est contre nature. Dans la nature, il n'y a aucun être animal qui fait le spritz, l'apéro. Oui. Pourtant, on adore faire l'apéro. Et en fait, du coup, pourquoi on doit me valider ou invalider selon si c'est contre nature, pour nature? Déjà qu'en plus, comme tu le dis très bien, la nature n'est pas totalement binaire. Mais même moi, j'irais au-delà de ça à dire... Même si nous, enfin, on le sait que la nature n'est pas binaire, on le sait qu'il y a des animaux, comme il s'appelle, qui Bambi nous avait raconté, la baudroie. Baudroie, voilà, en fait. La baudroie. Alors, la baudroie, c'est vraiment le poisson, tu sais, avec la petite lanterne, là, sur le front. Et en fait, la baudroie qu'on connaît dans notre imaginaire, c'est uniquement la femelle, parce qu'en fait, le mâle baudroie...
C'est un tout petit Tu vois, truc. l'horrible poisson de profondeur qui a une grosse mâchoire et une toute petite lumière comme ça, qu'on voit même dans les dessins animés. Et voilà. Et donc, en fait, le mâle baudroie, c'est un tout petit truc qui n'a pas du tout la capacité de vivre seul sous l'eau. Donc, il doit absolument trouver une femelle avec qui s'accoupler, qui soit d'accord pour s'accoupler avec elle. En fait, il la mord, il s'attache à elle. Et elle le nourrit en lui donnant du sang. Et lui, en échange, il lui donne des gamètes pour pouvoir se reproduire. Et en fait, au fur et à mesure du temps, bah en fait, le mâle baudroie qui est sur la femelle baudroie, il a plus besoin de plein de trucs parce que la femelle s'occupe de tout. Donc, au bout d'un moment, il commence à plus avoir d'yeux, plus Il de se nageoires, désagrège, il en se fait. désagrège, et ça reste plus qu'une paire de testicules accrochés sur la femelle baudroie. Et l'autre truc qui est rigolo, Mais déjà, c'est la femelle baudroie, du coup, il peut y avoir au fur et à mesure des années. Donc, en fait, Oui. tu peux avoir une femelle qui, en fait, elle a plusieurs paires de testicules, déjà. Voilà, Et, formidable. et qui, en plus, des fois, bah, du coup, le mâle peut, s'il ne trouve pas de femelle, peut, lui, se transformer en femelle. Et ensuite, à la fin de sa vie, il peut se retransformer, elle peut, du coup, se retransformer en mâle, ou vice-versa. Ouais, non, je crois que c'est juste le mâle peut se transformer en Je femelle. crois qu'il y a un roulement. Bon, je sais pas. Enfin, en tout cas, quand on parle de nature, la Oui. nature nous cache bien des choses. Et en fait, moi, je me dis souvent, même si c'est des anecdotes rigolos, et c'est rigolo parce qu'on peut, moi, je me sens très baudroie par moment, je me dis, ah ouais, c'est trop bien. Mais en fait, j'ai même pas envie d'aller chercher des exemples de la nature pour me rendre valide aux yeux des gens qui me disent que je suis contre la nature. Parce qu'il y a énormément de choses en 2024, en tant qu'être humain, qu'on fait qui sont contre la nature, ne serait-ce que porter des chaussures, parce qu'il n'y a aucun animal en nature qui porte des chaussures. prendre de l'aspirine. Prendre de l'aspirine, tu vois, plein de trucs. Et donc, quand on me dit, ah, tu es contre la nature, et alors? Tu me donnes les clés de ta bagnole tout de suite, parce que c'est contre nature avoir une voiture. Et donc toi, tu coordonnes tout un tas d'actions au sein de l'ADEOS et d'autres initiatives. Oui, tout à fait. Ce matin, on était en réunion parce que la DILCRA nous a, comme elle ne connaît qu'Adeos dans le coin, nous a sollicité en nous demandant tiens, Adeos, on va venir vous voir. Et là, je me suis dit bon, bah ok, je veux bien, mais nous, on se connaît depuis longtemps et je lui ai posé la question, je lui ai dit ça vous intéresse pas de rencontrer tous les acteurs LGBT 17 ? Elle m'a dit bah si, bien sûr, c'est un peu le but aussi, hein, c'est compte un peu sur vous pour ameuter. Bon, ok, d'accord. De là, je me suis dit, bah, il va falloir créer une liste de diffusion, puisque bah, ce serait couillon d'en rester là. Il faut qu'on la fasse vivre, cette initiative d'ILCRA. Et puis que nous, bah, on puisse, mon adage, c'est seul on va vite et ensemble on va plus loin. Donc voilà, il faut qu'on garde cette dynamique. Oui. Et donc, bah, du coup, je me fais une liste de diffusion acteurs LGBT17 et j'y inclus bah, toutes les personnes que je connais. Et là, mon bonheur fut total quand Nikos me répondit qu'il serait présent. Et là, mais en fait, ce fut bonheur. J'ai dit là, j'ai arrêté de chercher. J'ai dit bon, Nikos est là. C'est bon. Pas de problème. Donc après, voilà, toute investigation était devenue inutile. J'avais Nikos, donc voilà. Et après, j'ai appelé Madame Dash, j'ai dit j'ai Nikos. Elle me fait, non, si vous avez Nikos, on arrête là. C'est ça. Écoute, mais et oui, tout à l'heure tu as mieux compris parce que tu as regardé mon téléphone, non, et tu as vu mes mails non lus. Et là, tu m'as dit, ah oui, ok, je comprends pourquoi des fois tu ne réponds pas aux mails. Plus de 600 mails non lus. Et oui. 887 d'un côté et 595 de l'autre parce que celui-là, il manque de boîtes. Et c'est pas très écologique ça, mais c'est le TDAH, c'est comme ça. Alors j'en profite pour faire un appel à projet. Hein. Si vous ne savez pas quoi faire, venez adhérer à l'association Strangeland. Ils ont vraiment besoin de personnes sachant traiter les mails. Ça devient impératif. Donc je profite de ce podcast et de la parole qu'on me donne pour c'est de l'utilité publique. Hein. Et trier les mails de Nikos, c'est une mission certes très compliquée. Hein. Il y a certainement des nœuds au cerveau à se faire, mais la mission est capitale. De nos cerveaux. Je sais pas ce qu'il y a là-dedans. C'est un geste pour la planète. La planète. Voilà. C'est un geste militant
Donc voilà, la personne qui viendra sera militante LGBT et de plus fera une double bonne action, c'est-à-dire militante LGBT et militante écolo. Donc c'est l'intersectionnalité. C'est ça. Voilà. Voilà, c'est. Je retourne l'écran, très je important. le mets là à côté. Pourquoi Ça évite de se faire du mal. La 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 Rochelle. La Rochelle. Est-ce que, Rihanna, on peut parler de ta relation à La Rochelle? Nous, on dit que si on demande aux gens de nous parler de leur Rochelle, donc quelle est ta Rochelle, Rihanna? Est-ce que tu viens d'ici? Quels sont tes quartiers préférés, tes endroits fétiches? Alors, je suis charentaise depuis l'aube des temps. J'ai 56 ans et 56 ans en Charente-Maritime. Mhm. Je suis attaché à mon département. Bien sûr, La Rochelle, ben oui. Et ma Rochelle à moi, c'est, j'en parlais tout à l'heure quand on déambulait dans les rues, quand on a été, on se déplaçait pour aller manger, on est passé par les petites rues piétonnes. Et c'est quelque chose que j'ai toujours adoré dans La Rochelle. C'est ces petites rues piétonnes où on peut déambuler, forcément il n'y a pas de voiture. Donc c'est très agréable, on peut regarder les magasins, tout ça, c'est vraiment super. Donc Ma Rochelle à moi, c'est avant tout effectivement tout ce vieux quartier, le quartier où il y a le marché aussi. Donc tout ça, c'est vraiment Ma Rochelle. Après, le côté franco, je suis pas forcément très attiré par ce côté franco. C'est pas trop, j'aime bien la musique, mais pas spécialement accro à un type de musique. Donc je me déplace rarement sur des concerts. Donc ce côté, j'aimais bien aussi à l'époque, ça n'existe plus, mais la foire exposition de La Rochelle. J'ai des super souvenirs avec mon défunt tonton. Quand j'étais gamine, il m'emmenait avec sa vieille 4L. Et on venait passer la journée à la foire expo. C'était sympa. Voilà, ça c'est ma Rochelle, donc de super souvenirs. Oui. De super souvenirs de cette ville, dans laquelle aussi, après, étant dans ma jeunesse, je suis venu faire la fête de maintes reprises. Donc voilà, de très très bons souvenirs avec La Rochelle. Mais toi-même, tu ne vis pas à La Rochelle? Non, d'accord. J'habite un petit village. Ah, c'est ma capitale? C'est ta capitale. Bah oui, c'est ma capitale. Je viens à la capitale de temps en temps. Bien sûr, oui. Hein? Et autrement, j'habite un petit village qui s'appelle Saint-Georges-du-Bois, à 30 km d'ici. D'accord. Et il m'arrive de venir à des réunions à la capitale, de venir rencontrer des gens à la capitale, des élus à la capitale et tout ça. Donc je viens souvent à la capitale. Oui, quand même. Pour des raisons professionnelles et puis pour des raisons aussi parce que j'aime bien la ville. Oui. Donc tu as finalement l'aspect public de ta vie où tu viens à la capitale et tu rencontres tous ces actrices à La Rochelle et puis une vie plus privée dans ce village où tu habites. C'est ça. D'accord. Eh bien, merci beaucoup pour ta Rochelle, Rihanna. Et alors moi, la Foire Expo, j'ai pas connu. Tu l'as connue, toi? Non, j'imagine que c'est l'endroit qui est derrière Villeneuve, où ils font le... Je suis allé une fois, mais c'était pas la Foire Expo, c'était une foire dans ce lieu-là, cette espèce de grand chapiteau, je sais pas comment, où c'était alors je sais pas comment est-ce que je me suis retrouvée là, mais c'était des gens qui vendaient des pierres, qui vendaient des tapis de yoga, qui vendaient des bols tibétains, qui vendaient des trucs bio, des algues. Je sais, j'étais allée avec ma pote Cathy. C'était un truc un peu bio, bien-être, et j'avais acheté, je me souviens, des algues et une pierre. Et c'était que des stands à perte de vue, que des choses un peu hippie, babos, new age, selon le truc. Ouais, c'était rigolo. Ouais, le lieu s'appelait le Parc des Expositions. Ah, Parc des Expositions, ouais, c'est ça. C'est le nom du lieu, et donc tous les ans, vers le mois d'août, donc il y avait 4 jours de la Foire Expo. Et ça partait dans les chapiteaux, il y avait des vendeurs d'aspirateurs, des vendeurs de clim, des vendeurs de chauffage, des vendeurs d'articles de pêche, de tout et de rien, dans le bâtiment, tout ça. Il y avait différentes spécialités, des trucs un peu innovants et tout ça. Puis à l'extérieur, il y avait aussi des exposants de voitures, des exposants
de machines agricoles, de Ok. motos, de vélos, Hmm. d'échelles, de machin. C'était monstrueux, hein. C'était Ouais. énorme, hein. Il y avait, et l'entrée était payante, et c'était un gros événement, hein. Ah oui. Hmm. Et tu pouvais du coup manger sur Ah place oui, en mode. oui, Oui. bien sûr, il y avait tout ce qu'il fallait, C'était vraiment un super lieu de rencontre. Pratique artistique. Artistique. Non. Et oui. Est-ce que tu as dans ta vie une pratique artistique? Ça peut être de tout type. Ça... On sait que tu es autrice, que Mm. tu as écrit un livre qui s'intitule Quand j'avais 52 ans, je suis née. Oui, donc mis à part le livre, c'est vrai que si la littérature est un art, effectivement, ce serait la seule chose dont je pourrais parler, puisque je n'ai aucune fibre artistique. Je ne sais pas dessiner, je ne sais pas peindre, je ne sais pas, voilà. Je sais pas pour faute d'avoir essayé, hein. J'ai déjà essayé, c'était pas concluant, donc du coup, j'ai vite arrêté. La musique m'est complètement étrangère, donc j'ai pas vraiment d'atome crochu avec l'art, même si je l'admire et que je le respecte et que j'aime bien voir l'art. Oui, Mhm. Quand je vois ce que fait Nikos, je trouve ça magnifique. Ta sirène, elle est super. D'ailleurs, je me suis permise de la prendre en photo. oui, oui, t'inquiète. J'espère que j'ai l'autorisation de l'artiste. Mais oui, bien sûr. Et donc voilà, oui, effectivement. Donc la seule chose dont je peux parler, c'est cette écriture qui, au Oui. départ, j'ai jamais eu d'aspiration littéraire. C'est juste que au début de ma transition, quand j'ai fait mon coming out à mon médecin traitant, et que bien sûr, comme beaucoup de transitions, comme beaucoup de personnes qui transitionnent, on est d'accord sur le fait que la transidentité n'est pas une pathologie médicale, c'est un état qu'on ne choisit pas, mais de cet état, on est bien d'accord que peuvent découler de la nonchalance, peuvent découler des états psychologiques et psychiatriques qui peuvent avoir une altération. Donc voilà, il faut vérifier, quand on parle de psychiatrie, hein, il faut vérifier qu'il n'y ait pas de schizophrénie derrière ou de choses comme ça. Et donc d'où l'aide quand même, je conseille toujours d'avoir l'aide d'un psychologue ou d'un psychiatre pour justement s'assurer de ce genre de choses. Et donc, mon médecin traitant m'avait dit, moi je vous conseille d'écrire, c'est un bon exutoire. Donc du coup, je me suis mise à commencer à relater. Alors c'était au départ, lundi, je mettais ce que j'avais fait, mardi, Puis au fur et à mesure, ça m'a un petit peu gonflé de mettre lundi, mardi, mercredi. Donc je laissais passer un peu plus de temps, puis je faisais un récit un peu plus complet. Et puis, je me suis un petit peu laissé entraîner sur non plus un récit qui relatait une journée ou un fait, mais comment dire, sur des idées des notions sur la transidentité, sur une analyse de mon passé, comment j'avais pu réagir quand j'étais petite et compagnie. Et donc, du coup, il y a eu tous ces écrits qui sont devenus des écrits assez conséquents. Puis un jour, ma fille tombe dessus et elle me dit, j'aimerais bien lire ce que tu as mis. Et je dis, non, c'est pour moi, enfin voilà. Puis bon, à force qu'elle insiste, j'ai fini par lui laisser lire ce que j'avais fait. Et donc là, du coup, alors comme elle, c'est une grosse dévoreuse de bouquins, donc ma fille qui est actuellement en bachelor sur les ressources humaines à Bordeaux, et donc ça, c'était il y a 3 ans, elle faisait un bac littéraire, donc elle était vraiment dans le truc. Puis elle me dit, moi, elle me donne 2-3 conseils. Elle me dit, papa, je peux. Si tu veux, vas-y, donne tes conseils. Donc elle me dit, voilà, toute la partie qui parlait de ma femme, où j'étais un peu percutant, elle me dit, il n'y a pas vraiment d'intérêt quand tu parles de maman, tout ça. Ok, donc ça, d'accord, si tu veux, je peux l'enlever. Mais je dis, mais personne ne va les lire, mes écrits. Tu sais, quand même, papa, c'est positif, donc euh, c'est un peu égoïste que tu gardes ça pour toi. Tu pourrais en faire profiter d'autres personnes. Ouais, mais sauf que j'avais pas spécialement réfléchi à ça, moi. Et puis, je dis, bon, en même temps, ça me coûte rien de le remodeler, donc je le remodèle, je supprime quelques passages, tout ça, je le remets un peu en forme, et je lui refais lire. Elle fait, ouais, mais là, papa, c'est quand même beaucoup mieux, tout ça, moi, ça me plaît, tout ça, hein. Bon, je dis, de toute façon, ça me coûte rien de le proposer. Et donc là,
je l'envoie à plusieurs éditeurs et je reçois pas mal de réponses positives, dont un qui m'appelle et me dit bon ben voilà, j'ai lu votre bouquin. Bon, nous, ce qui nous a plu, c'est le côté positif. Bon, c'est le seul qui m'a appelé. Donc je me dis puis il me donne des exemples. Donc, je me dis oui, toi effectivement tu l'as lu. Pour me dire ça, c'est pas de la pibale, tu l'as vraiment lu. Pour me donner ces éléments-là, il a fallu, voilà, tu peux pas le savoir sans le lire. Et donc du coup, ça me touche, qui m'appelle pour voilà. Alors c'est le style d'éditeur où c'est un peu de l'autofinancement, quoi. Donc vous mettez une partie. En fait, il vous demande d'acheter un certain nombre de livres que tu revends après derrière. Oui. Mais voilà, c'est un peu un peu d'édition participative où lui prend pas beaucoup de risques, toi non plus. Donc il me propose un contrat, tout ça. Puis après, si on vend des livres, il me donne tant de pourcentage, tout ça, machin et tout. Bon, le contrat, je fais voir tout ça, ça me paraît. On me dit oui, c'est très bateau hein, sur ce style de participation, c'est voilà, très standard. C'est des nouveaux formats qui permettent un peu à tout le monde d'être édité. Bon, je dis ma foi, ça me paraît sympa. Puis ça me faisait plaisir aussi de pouvoir proposer à mon association ce témoignage. Donc du coup, je me suis lancé. C'était pas énorme. L'investissement était vraiment très minime. Et donc, du coup, puis à ma grande surprise, je me suis aperçu que j'avais très rapidement vendu mes livres. Donc j'en ai recommandé plusieurs depuis. Alors, j'en ai vendu je sais pas combien, mais pas non plus. Je suis pas un best-seller du tout. Mais voilà, ça m'a permis J'ai eu quelques retours, donc ça fait toujours plaisir quand les gens vous disent qu'ils ont apprécié ou que vous les avez aidés. Donc, comme je dis, même si on fait une animation pour l'association et qu'on ne touche qu'une seule personne, même là, notre énergie, même si on a touché qu'une personne, notre énergie, elle est bien positionnée parce qu'on a au moins aidé une personne. Quand on connaît les enjeux qui peuvent découler d'un mal-être au niveau de la transidentité, et même si on sauve une personne, c'est hyper important. Donc il faut continuer le combat par rapport à ça et justement ne rien lâcher pour qu'on puisse aider. Voilà. Si on passe une après-midi mais qu'on n'aide qu'une personne, ça vaut quand même le coup. Ouais. Il faut y aller. Donc l'écriture est une forme d'engagement, même si au départ elle n'était pas. C'était un engagement par rapport à toi-même. C'est ça. Et au final, elle est devenue cette écriture un engagement. Un témoignage. Ouais. Un témoignage. Tout à fait. D'accord. Merci Rihanna. Est-ce que tu continues à écrire en ce moment? Tu n'as peut-être pas beaucoup le temps avec tes activités de présidente. J'avais commencé. Je voulais un peu écrire la suite. Je le ferai, hein. Je le ferai, mais parce que je pense que c'est important qu'il puisse y avoir une continuité. Et puis, comme le bouquin il est tout petit, il y a pas beaucoup de pages, ça se lit très vite en une après-midi. Je pense que sous le même format, c'est intéressant d'avoir la suite. Et donc j'attends un peu d'avoir avancé dans ma transition pour pouvoir donner les bonnes clés, les bons éléments aux diverses personnes qui seront intéressées par le truc. Tout à fait. D'accord. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Donc, tu nous as déjà un petit peu ouvert la porte au prochain segment en nous parlant de justement cette pratique que tu avais eue pour toi-même d'écriture. Je voudrais... Avec le doigt sur l'oreille. Spiritualité. Spiritualité. Yeah. En venir à cette question de la spiritualité. Est-ce que en dehors de l'écriture, tu as d'autres pratiques, enfin ça peut aussi être l'écriture bien sûr, mais est-ce que tu as des pratiques qui te servent, donc qui sont des pratiques dans leur grand sens spirituel, qui te servent à remplir ta coupe personnelle, remplir ton énergie, te recentrer au milieu de toi-même, alors que tu donnes temps à ta communauté? Oui, bien sûr, je suis sensible à la spiritualité. J'en ai pour preuve que, étant gamine, j'avais conscience d'être une fille emprisonnée dans un corps de garçon. J'ai longtemps prié le Père Noël, qui n'est pas venu. La Marie de la Bonne Fée, pareil, Jésus-Christ, enfin bon, voilà, tout y est passé. Et il n'y en a pas un qui m'a aidé. J'ai appris après en grandissant, j'ai appris qu'il était de bon ton aussi de mettre en doute toutes ces croyances-là, que le Père Noël n'existait pas, que Marie de la Bonne Fée n'existait pas, que certains disaient que Dieu et Jésus-Christ n'existaient pas. Donc, on se retrouve en grandissant à être confronté à ce genre de réalité, et ça peut effectivement faire mal, parce que moi, je me rends compte à un moment que je vais être emprisonné toute ma vie.
Et donc là, je me rattache à... Il n'y a pas Internet à l'époque, hein. Donc, j'avoue que l'adolescence fut très compliquée, surtout le début de l'adolescence fut très compliqué, parce que je savais à quoi me rattacher. J'étais pas du tout attiré par les filles, donc voilà, autre questionnement. Qui suis-je? Que fais-je? Courge, qu'asperge, concombre? Hein, de tant de questions importantes. Et ma foi, dans les années 80, j'ai 11-12 ans, et là je vois dans le village, le fameux village que j'ai cité tout à l'heure, Saint-Georges-du-Bois, une jeune fille, donc née garçon, et donc par le biais des opérations et de la chirurgie, de la médecine, a pu être dans le corps qui a toujours été le sien, celui d'une femme. Alors pour moi, c'est une héroïne. Pour moi, c'est voilà, hein, c'est la future présidente de la France, voilà, c'est sainte, hein, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est clairement une héroïne. Pour tout le reste du village, mes parents y compris, c'est un monstre. À l'époque, on dit un transsexuel. Parce que de toute façon, son histoire, c'est forcément de la perversion sexuelle. À aucun moment, on ne parle d'identité de genre. C'est forcément de la perversion sexuelle. Donc on dit un transsexuel. Si c'est un garçon devenu une fille, on dit un transsexuel. Voilà, ça ne viendrait pas lié à quelqu'un de dire une trans. Et non plus une transidentité, identité de genre, ça personne ne connaît. Donc du coup, sachant ça, je me dis, j'ai pas envie de passer pour une teubée, donc je me garde bien de le dire. Et donc, je me dis, bon, ok, bon, rôle des garçons, il faudra apprendre à être un garçon, parce que j'en ai pas du tout envie, mais bon, voilà, si je veux passer crème. Et j'ai une adolescence qui est très compliquée, parce que je suis complètement déphasé, quoi. Et je me rattache quand même à une certaine spiritualité, dans le sens où je me dis que ce serait quand même ballot qu'il n'y ait rien, qu'on soit qu'un morceau de chair, et qu'il n'y ait strictement rien, et que notre âme, finalement, ce serait un peu ballot que moi aussi je sois juste une erreur de la nature, que je sois quelqu'un de dérangé mentalement, et que voilà, j'ai pas le droit de penser ça. Donc ça me dérange un peu de me dire ça. Donc je me dis, il y a peut-être, pour le coup, la nature, elle est peut-être pas forcément toujours carrée avec elle-même, elle s'est peut-être trompée pour moi. Peut-être que ma prochaine vie, je serai peut-être une femme dans un corps de femme. Donc voilà, je me rattache à cette, et je me rattache tout le temps, 50 ans après, je me rattache tout le temps à cette spiritualité. Je me garderai de parler de religion parce que je pense pas que ce soit le sujet. Comme tu veux. Voilà, mais non, je pense que c'est plus intime à la personne, et puis la religion peut rejoindre la politique, donc c'est pas quelque chose qui me tient à cœur de parler, mais les deux spiritualités, oui. Alors c'est lié, hein, bien sûr, hein, religion, spiritualité, c'est lié. Et donc je pense que j'aime à penser qu'il y a quelque chose et qu'on peut se rattacher à ça, et que on n'est pas que des morceaux de chair, qu'on aurait ce qu'on appelle une âme. Il y a des croyances, hein, sur le bouddhisme où il y a la réincarnation, tout ça. Ça me plaît assez. Cette notion de réincarnation me plaît assez. Et vous savez que au niveau du Big Bang, hein, ils sont en train de remettre en cause aussi cette unique création de l'univers, qui aurait été un truc qui explose. Donc d'un truc qui est pas plus gros que mon petit doigt, on en fait un univers que vous connaissez. Donc il y a des gens qui se disent ouais, enfin d'accord, mais avant. Ok, le Big Bang, le machin qui explose, mais avant. Et donc du coup, il y en a qui disent que l'univers c'est peut-être un truc qui fait qui se rétracte et qui se contracte tout le temps. Alors pourquoi il est là, ça on sait pas, mais bon, il y a des, et puis il y en a même qui disent que peut-être que le multivers existerait, qu'il n'y aurait pas qu'un seul univers. Donc ils commencent un petit peu aussi à se dire, c'est peut-être pas aussi carré qu'on avait dit, qu'il y a peut-être des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire et qui sont donc ça aussi, ça, je m'intéresse beaucoup aux revues scientifiques et tout ça, et j'aime bien dévorer ce genre de revues. Et quand on lit ça, on se dit ok, ils sont plus aussi sûrs qu'avant, c'est cool. Donc voilà, et je pense que ça, pour moi, ça fait chaud au cœur de savoir qu'il y a peut-être des ouvertures aussi. Ils sont que les scientifiques, ils sont plus aussi catégoriques. Donc on peut oser espérer que certaines personnes vont dire que
Bah oui, hein, les trans, c'est dans la nature, il n'y a pas de problème. Hein. Non, mais les trans, il n'y a pas de souci, hein, c'est une catégorie de la population, il n'y a aucun problème. Peut-être voilà, on peut espérer qu'il y ait une évolution. Hein. Je ne sais plus quel philosophe ou quel écrivain a dit le troisième millénaire sera, je crois que c'est Malraux qui a dit, le troisième millénaire sera spirituel ou ne sera pas. Je pense qu'on est un petit peu à ce carrefour-là aussi, de dire que on a intérêt à réfléchir beaucoup avec notre cerveau et un peu moins avec notre estomac ou quoi, parce que il y a des enjeux. Il y a des enjeux là qui, au niveau de la spiritualité, il y a des enjeux où il faut vraiment qu'on arrête d'avoir envie de posséder, et puis peut-être plus partager que posséder. Qu'on s'engage tout. C'est une notion étrange de dire qu'il y a des choses qui pourraient être contre nature, puisque tout existe dans la nature. Ça voudrait dire que, par exemple, nous, en tant qu'êtres humains, on fait pas partie de la nature. Il y a des choses qui pourraient ne pas exister, enfin, ne pas, je sais pas comment le dire. Être séparé de la nature, ça voudrait dire exister en dehors de l'univers qui existe et qui est plus complexe que ce qu'on pense. Et on peut très bien, nous, être considérés comme une erreur dans la nature. Parce que la nature, en règle générale, et quand nous, on a commencé à exister en tant qu'espèce humaine, on était intégrés à la nature. C'est-à-dire que on allait cueillir ce dont on avait besoin, on allait chasser ce dont on avait besoin, et rien de plus. Et rien de plus. Et il y a des populations, des civilisations qui ont continué à vivre comme ça pendant des millénaires. Je pense aux Indiens, je pense aux tribus amérindiennes, celles de l'Amazonie aussi. Il y a plein de civilisations qui ont continué à vivre comme ça en ne prélevant que ce qu'ils avaient de besoin. Et nous, occidentaux, on a eu la très 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 bonne idée de se dire ouais, mais si je cueille 2 trucs, je n'ai pas besoin du deuxième, donc je vais le garder, donc je vais manger le premier truc que je cueille, le deuxième je vais le garder, et comme l'autre, en fait je vais lui demander d'aller me chasser un truc et je vais lui donner le truc que j'ai. Et donc les gens ont commencé à réfléchir en termes de profit, et il y en a même un qui était encore plus malin que les autres qui a dit non mais attends, au lieu d'aller courir les trucs à cueillir machin, on va foutre des trucs machin comme ça là, on va appeler ça des barrières. On va foutre des animaux dedans, comme ça ils pourront pas se barrer, puis on n'a plus besoin de les chasser. Puis comme il y a un papa et une maman, normalement quand tu mets un papa et une maman, ça fait un bébé. Et tu mate un papa et une maman, tu vérifies que ce soit pas contre nature et qu'il n'y ait pas 2 papas et 2 mamans, tu fais bien attention à mettre un papa et une maman, ça te fait un bébé. Le bébé, après, même si le bébé il fait ça avec sa sœur, c'est pas grave, ça fait les poissons mais on s'en fout. Et boum, ils ont inventé l'élevage. Après, ils se sont dit, le truc qu'on va accueillir, on va le faire pousser à côté de ça. Puis on va se construire un truc avec un machin comme ça, qu'on va appeler un toit, avec des murs. Et puis, du coup, comme on va en avoir plein, après, on va les. Il y en a un qui dit, on va les vendre. Mais quoi? Ouais, c'est pas mal ça. On va les vendre. Et il y a un autre gros con qui a inventé la monnaie, et ainsi de suite. Et puis, c'était parti. Après, ça n'a pas arrêté. Ça n'a pas arrêté. Et de tout temps, depuis que le monde est monde, et que l'être humain s'est dit que ça suffisait pas de cueillir, il fallait cueillir plus que tu avais de besoin. C'est ça le nerf de la guerre, c'est qu'il faut avoir plus de ce que tu as de besoin. Et à partir de là, voilà, c'est parti en live, on est devenu une espèce de merde, parce que du coup, on domine le monde. Non, mais ce qu'on oublie, c'est que la Terre, si elle claque des doigts, elle nous dégage du truc, et il n'y en a pas pour longtemps. Un petit truc de température qui va pas bien, machin, je peux t'assurer qu'elle nous éradique en 2-2. Ou elle fait un petit créneau, elle se gare un peu près du soleil, je peux t'assurer qu'on va vite cramer. C'est ça. Donc on n'a pas conscience que si elle veut, la Terre, elle pète un coup et on dégage tous. On dégage tous. Mais là, finalement, ça serait toute l'espèce humaine en entier qui a l'erreur de la nature. Oui, oui. Oui, il n'y a pas que les trans. C'est tout le monde. C'est tout le monde, parce qu'on est tous contre nature à essayer dans... Moi, l'exemple que j'ai, c'est des gens comme Bezos, comme Jean-Jacques Arnaud, tout ça. En fait, le truc, c'est qu'ils ont des usines qui produisent. Donc, par exemple, imaginons que ce soit de l'eau. Donc, ils ont mis un gros tonneau pour recueillir l'eau. Ils sont là, merde, ça déborde. Ouais, ils créent beaucoup d'eau, donc ça déborde. Bon. Ok, ils ont mis d'autres tonneaux autour. Et donc de là, ils récupèrent l'eau qui déborde du gros tonneau et ils récupèrent dans les petits tonneaux. Oh merde, ça déborde encore.
pas grave. Et ils continuent à mettre des tonneaux. Et donc, ils continuent, et voilà, plus il y a d'eau, plus ils mettent de tonneaux. Et il y a un moment, du temps des seigneurs féodaux, bien sûr, les paysans, les pauvres serfs, ils allaient travailler ils étaient obligés d'aller travailler pour le seigneur. Mais à la fin, quand ils avaient enlevé tout le blé, ils avaient quand même le droit d'aller glaner. Mhm. On les autorisait à aller ramasser les quelques grains qui restaient. C'était un droit qu'ils avaient de glaner. Ben là, même quand tu vas aller récupérer des putains de trucs dans des poubelles de grande surface, t'as même pas le droit d'aller glaner, toi. Oui. Même ce droit-là, pardon, je suis en colère. Même ce droit-là, Mais oui, c'est un droit qui est ancestral. Même ce droit de glaner, on ne te l'accorde plus. C'est-à-dire que l'autre, avec ses tonneaux, eh ben, il va préférer que l'eau, elle continue à ruisseler sur le sol, parce qu'il a plus de tonneaux, il a fait tous les tonneliers, il a plus de tonneaux, machin, donc ça déborde encore. Mais là, comme il a plus de solution, bah, il laisse couler. Et au lieu de dire, bah, prends ta bouteille et puis viens récupérer un peu d'eau, mais oui. ce qui serait logique, puisque ça déborde, ça va être perdu. Non, il interdit, il faut des barrières autour. Hein, le gros con qui avait inventé les barrières. Les fameux. Ouais. Voilà. Donc il fout des barrières autour pour protéger son eau et ses trucs qui débordent. Et donc du coup, bah, l'eau se ruisselle et c'est perdu. Plutôt que d'autoriser les gens, puisque je comprends pas. Je Mhm. comprends pas ce raisonnement. Mm. C'est pour ça que je vous dis que finalement, c'est tout l'être humain qui est contre nature et qui agit contre la nature. Parce que bah, cette idée d'emmagasiner tant et plus, encore et encore, c'est vraiment contre nature. Mhm. Mhm. C'est pas comme ça qu'on va sauvegarder notre planète. Mais oui. On est déjà 8 milliards. On annonce les 10 milliards pour 2050, je sais plus quand, enfin bon bref. On annonce aussi des problèmes démographiques parce que bah, la population vieillit. On est contre l'immigration. Mais là c'est pareil. Ils estiment qu'en 2100, il n'y aura plus que 2 ou 3 pays d'Afrique qui auront encore la capacité d'avoir le renouvellement de population. Mhm. La Chine, ça fait bien longtemps que c'est foutu. Eux, ils sont dans une merde incommensurable parce que bah, avec leur politique d'un bébé Mhm. après la guerre, avec leur politique d'un bébé maintenant, c'est qu'ils en sont rendus à ce qu'il y a bah, tous les papys, tous les jeunes qui étaient à l'époque l'issue de cet enfant unique, ils arrivent à la retraite et puis bah, ils n'ont pas fait assez de bébés pour que la population renouvelle. Mhm. Ils sont dans une mouise incommensurable, les Chinois. Mhm. Les Allemands, ça fait longtemps aussi, hein, ils sont en dessous des 2,1 pour le renouvellement de la démographie. Et non, bah non, continue à dire, non, l'immigration, c'est pas bien. Lui, il reste dans son pays, il reste dans son pays, il vient pas nous voir. Mhm. Et donc, ils se sont pas dit qu'on était tous de la même race, que le mélange des populations, c'était très très bon pour éviter la consanguinité. Enfin, je t'en passe, c'est des meilleurs. Mais non, on continue à dire, non, faut pas d'immigration. Ouais. Est-ce que tu as un rapport avec le tatouage, toi, Rihanna? Alors, j'avais, non, actuellement non. Bon, sauf ma fille qui est tatouée, hein, qui aime bien ça. Jusqu'à présent, je pensais que le tatouage, c'était contre nature. Ok. Comme quoi. Je pensais que c'était contre nature. Jusqu'au jour où ma fille s'est fait faire ce tatouage et que j'ai trouvé magnifique. C'est vrai que bon, c'est quelque chose qui lui correspondait. Mais je le voulais toujours pas sur moi. Mhm. Et il y a quelque temps, j'ai dit à Nikos que j'envisageais. Alors, c'est vrai que j'aimerais le faire comme un symbole de ma transition terminée. Mhm. Ok. C'est peut-être débile, c'est peut-être complètement débile, mais ça n'engage que moi. Mais j'aimerais, une fois ma transition terminée, de me faire tatouer une rose, parce que Mhm. j'adore cette fleur, au niveau du bas-ventre. Mhm. Une rose ou un bouquet de roses, peut-être 2 ou 3 roses, je sais pas. Mais voilà, j'ai cette envie-là d'avoir ce petit signe qui symboliserait pour moi la fin d'un parcours de transition. Parce que Oui. la transition, on est tout le temps en transition, mais quelque chose qui signifierait, voilà, je me sens... c'est difficile à exprimer parce que tous les mots que je vais pouvoir employer seront pas adéquats. Bien sûr. Par exemple, si je vous dis quand je serai réellement femme, c'est débile parce que je le suis déjà. Donc, quand on s'entend bien, hein, quand je parle de terminer la transition, c'est d'avoir l'opération de réassignation sexuelle. Mhm. Parce que je veux aller... mais je sais très bien que ce n'est pas une finalité en soi, Mhm. puisque on peut très bien... une femme trans peut se sentir femme
sans avoir fait aucun acte chirurgical, Mhm. c'est un choix, c'est le choix de la personne. Bien sûr. Oui. Il n'y a pas un parcours, il n'y a pas un exemple de parcours. Donc c'est aussi pour personnaliser mon parcours, c'est de me dire, voilà, le jour où je viens vous voir et que je demande le tatouage de cette rose, c'est que j'ai été au bout du bout et que ça va peut-être pour moi psychologiquement m'accomplir. Et peut-être que oui, à ce moment-là, je ne supporterai peut-être plus qu'on me dise bonjour monsieur, ou Mhm. comme ça, que j'accepte à l'heure Oui. actuelle, ayant conscience de ma voie de camionneur, ayant conscience que voilà, pas forcément encore totalement abouti. Mais oui, je pense que ce jour-là, ce sera pour moi peut-être une sorte de passage, une sorte de Mhm. moment un peu privilégié qui me donnera peut-être, c'est un peu la porte sur une nouvelle vie. Une éclosion, quoi. Ouais, une sorte d'éclosion. Pourquoi la rose après, j'en sais fiche trop rien. J'aime bien la rose, c'est une fleur que j'adore, une rose rouge. Mhm. Et donc voilà, c'est mon rapport avec le tatouage, c'est ça, c'est personnel, hein, Bien sûr. personne ne le sait. Donc vous êtes les premiers à qui je le dis, Mhm. puisque vous me posez la question. En même temps, on me posera, par rapport à la transidentité, on me pose rarement la question quel est votre rapport avec le tatouage. Oui. Donc, mais je ne le mets jamais en avant, donc c'est pour ça que vous m'en parlez, je me confie à vous. Et donc, ouais, voilà mon positionnement par rapport au tatouage. Donc, je ne pense plus que c'est contre nature, du coup. Tu vois? Formidable. Ouais. Finalement, Eh du oui. coup, on peut toujours, au Et fur et à mesure qu'on rencontre, qu'on se rapproche de quelque chose, qu'on connaît plus quelque chose, qu'on se lie, finalement, on se rend compte que ce n'est pas si contre nature que ça. Et je fais un parallèle parce que je me dis, peut-être que toutes les personnes qui sont transphobes, par exemple, puisqu'on parlait de ça tout à l'heure, c'est quelqu'un, une fois qu'il parlait de ça, je ne sais pas si c'était un comique, un stand-up qui disait transphobie, toi t'es pas phobique, t'as la phobie des araignées, oui. c'est des personnes. Et moi je me dirais que des fois c'est souvent, la transphobie c'est souvent des personnes qui se sont jamais posé la question de rencontrer, de connaître qu'est-ce que ça veut dire la transidentité. Et avec le tatou c'est pareil. Plus le fait que en allant un peu plus de loin, s'éloignant du côté un peu philosophique, mais une fois qu'après on a fait un tatou, qu'est-ce qui se passe? C'est comme les chips. C'est comme les chips, après, Rihanna, la prochaine fois, après ça, tu feras un tatou, et après, je vais faire tout le dos, je vais faire ça. Après, ça C'est sera... ce que m'a dit ma fille. Ouais. En tout cas, ça sera un honneur de te voir à Strangeland Oui. pour ton projet tatouage. Je pense que on en reparlera, et puis je pense très sincèrement, j'hésitais, mais non, je pense que c'est vraiment un symbole pour moi. Et j'attendrai d'avoir fini ma transition. Si je le faisais avant, ce serait un peu triché. Je me dis, par C'est rapport un à ce que, symbole pour toi, ouais, oui. par rapport à ce que je me suis dit, je pense que je tricherais avec moi-même, tout ça. Et j'ai pas envie de tricher, Bien sûr. parce que je suis une personne entière et j'ai vraiment pas envie de tricher. Donc je me dis que ouais, au moment où je viendrai vous voir, Mais oui, c'est ton corps, ton rapport avec ton corps et ton choix. Ouais. Mais tu l'as déjà, l'aura de lumière, excuse-moi. C'est vrai, c'est vrai. C'est la vérité. Donc du coup, on te tatoue pas là direct Non, après du le tout podcast. là, non. Du tout pas là. Pourtant, je te l'avais dit dans le mail, non? Tu viens pour le podcast, mais tu n'as pas le droit de partir sans le tatouage. Podcaster. Merci beaucoup, Rihanna, d'avoir répondu à toutes nos questions, d'avoir pris ce temps de nous parler de ta vie, de ton activisme, de ta vision du monde. C'était très enrichissant. Merci. Oui, merci beaucoup. Merci à vous. C'était très cool vraiment de parler avec toi. Et j'avais pas de doute, mais j'ai vraiment profité à faire ce podcast. C'était vraiment très cool. On mettra dans les notes du podcast tous les liens vers le livre, vers Adeos, enfin bon, toutes les choses dont on a parlé. Bien sûr. Pendant l'épisode. Et merci nous, beaucoup, Nico. Merci beaucoup, Justine Marzac. Moi, je voudrais dire... Non, Et j'en profite pour vous donner un scoop. Ah. C'est que, en sortant de notre émission, de notre podcast, je vais adhérer à Strangeland. Je vais vous faire un chèque d'adhésion. Oh my!
Quelle pour vous émotion, le soutenir. Voilà. quelle émotion. Et Merci. donc, merci à vous, parce que ce que vous faites, c'est bien. Et c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire aussi. C'est une manière très jolie, très belle, très nature de voir les choses. Donc, je vous en félicite. Merci Ryan. Écoute, c'est très cool. Pour Donc, conclure, conclusion, je voudrais dire à nos auditeurs que si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux ou à votre best friend forever. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à nous mettre la note très honnête de 5 5 étoiles. étoiles. 5 étoiles, toujours 5 étoiles. Allez, salut! Ciao. Bisous. Bisous. C'est générique de fin. Générique de fin, oh yeah, oh yeah.